Sur Internet, dans les médias et même dans les écoles, on nous parle de l'URSS ainsi que de la RDA comme des pays extrêmement pauvres où la misère régnerait ainsi que la faim. Je crois que vous avez tous déjà entendu le bon vieux discours officiel comme quoi tout le monde manquait de tout et tout le monde crevait de faim dans ces pays. En réalité, qu'est-ce que l'on sait? Je vais présenter ici un petit récapitulatif de l'économie soviétique et est-allemande en trois parties chronologiques. Premièrement, bien, la première partie, ça sera en observant les commencements, comment a débuté le système socialiste en Russie, avec les limitations originelles qu'il pouvait y avoir. Ensuite, dans une deuxième partie, nous verrons comment se sont développées dans le temps les économies des deux pays, donc ainsi que la naissance de la RDA et son développement. Et enfin, dans une troisième partie, nous verrons la chute de ces deux pays et leurs conséquences économiques. Avant de commencer concrètement la première partie de la formation, j'aimerais faire une parenthèse pour parler de quelques notions, trois notions pour être précis déjà. Eh bien, parce que comme elles seront beaucoup utilisées lors de la formation, si je ne les définis pas tout de suite, si vous ne comprenez pas que sont ces notions, il est probable qu'au début, il est probable voilà, que vous ne compreniez tout simplement pas la formation. C'est pourquoi je préfère vous les définir tout de suite. La première d'entre elles, ce serait le PIB par habitant. Le PIB par habitant, c'est la valeur du PIB divisé par le nombre d'habitants d'un pays. Il est plus efficace que le PIB normal pour mesurer le développement d'un pays, étant donné que, en gros, il permet d'annuler le facteur population et donc de mettre à égalité tous les pays, ce qui permet donc de les comparer efficacement, chose que ne permet pas le PIB normal. Mais après, eh bien, comme il ne s'agit que d'une moyenne, eh bien, il ne permet pas de montrer en fait les inégalités de revenus et de richesse qu'il pourrait y avoir au sein d'une population. C'est pourquoi, et aussi d'autres facteurs autres que la richesse qui sont importants cependant pour analyser le niveau de vie général au sein d'un pays. C'est pourquoi un autre concept, une autre idée a été développée et c'est justement la deuxième notion dont j'ai parlé, c'est l'IDH, l'indice de développement humain. Et l'indice de développement humain est un indice statistique qui sert à évaluer le taux de développement humain des pays dans le monde. L'IDH se fonde sur trois critères. Le PIB par habitant, donc un critère de richesse économique, l'espérance de vie, un critère de santé, et après le niveau d'éducation à travers le niveau d'analphabétisme, mais aussi le nombre d'années moyen de scolarisation. Donc là aussi, c'est un facteur d'éducation. Donc ces trois facteurs qui sont jugés comme étant les trois facteurs les plus importants pour analyser le niveau de vie général d'une population. Cet indice varie entre 0 et 1, avec 0 la valeur la plus basse et 1 la valeur la plus importante. La troisième notion que j'aimerais développer, et dernière ici, c'est celle de révisionnisme. Ce terme est utilisé pour qualifier les positions de courants qui prétendent remettre en cause certaines thèses du marxisme, selon eux pour le moderniser. En réalité, c'est pour retirer tout son contenu révolutionnaire et progressiste au marxisme afin de le rendre plus acceptable pour la bourgeoisie et pour lui faire qu'il ne soit plus une menace pour le système en réalité. Comme nous pouvons l'observer ici, dans ces graphiques analysant le PIB par habitant et l'IDH de la Russie du début du XXe, et en la comparant aux indices de pays plus développés comme l'Espagne ou la Belgique, nous pouvons constater que la Russie était extrêmement pauvre, et ce, dans tous les domaines. Prenant le PIB par habitant de l'Empire russe en 1914, et ce PIB par habitant de l'Empire russe en 1914, il était de 2697 dollars. Celui de l'Espagne, la même année,
était de 4 265 $. Celui de la Belgique, quant à lui, il était de 6 215 $. Le citoyen belge moyen avait donc un revenu 2 fois plus important, plus de 2 fois plus important que le revenu du citoyen russe moyen. Du côté de l'IDH, l'Empire russe avait un IDH de 0,12. L'Espagne, quant à elle, elle avait un IDH de 0,17 et la Belgique, elle avait un IDH de 0,28. Cela veut dire que les Belges avaient un développement humain, donc encore une fois, comme je disais tout à l'heure, un niveau de santé, d'éducation, un niveau économique, là aussi plus de 2 fois supérieur et 2 fois plus important donc que ce qu'on pouvait voir en Russie. Cela peut donc vous donner une idée de l'écart énorme qu'il y avait donc à l'époque entre la Russie tsariste d'un côté, un pays particulièrement sous-développé qui sortait à peine du féodalisme en matière de niveau de vie général, par rapport à un pays occidental développé comme pouvait l'être la Belgique ou dans une moindre mesure l'Espagne. La France, quant à elle, en 1913, c'était aussi un IDH de 0,28, donc égal à la Belgique en matière de développement humain. Pour continuer de parler du niveau de vie général, d'autres indicateurs me paraissent pertinents à utiliser. Par exemple, l'espérance de vie. Comme nous pouvons le constater ici, en 1900, sous le tsarisme, donc, la Russie avait une espérance de vie inférieure à l'espérance de vie mondiale et 32% inférieure à celle de la France. Autre point qui montre bien le sous-développement de la Russie tsariste avant la Révolution, c'est l'analphabétisme. Comme on peut le constater ici, dans la Russie tsariste, seul un peu plus d'un quart de la population savait lire et écrire. Alors qu'en France, on avait déjà, durant la même période et même depuis un petit moment à ce moment-là, eh bien, ce qu'on appelait notre école républicaine. Il est intéressant aussi de constater dans cette Russie tsariste l'écart important en matière d'alphabétisation entre les hommes d'un côté et les femmes. Voici la situation générale donc en matière de niveau de vie de la Russie avant la Première Guerre mondiale. Une situation qui était donc catastrophique, misérable et reflétant déjà un grand retard par rapport aux pays développés occidentaux. Ensuite, avec la Première Guerre mondiale et la guerre civile russe, une guerre civile qui d'ailleurs, je le précise, on pourrait d'ailleurs faire une autre formation à ce sujet-là, s'est surtout étalée dans le temps à cause des interventions occidentales du côté des armées blanches. Et la Russie, à cause de tout ça, en fait, elle se trouvait déjà qui se trouvait déjà avant la guerre dans un état assez lamentable, comme on l'a vu précédemment. À cause de ces guerres, s'est retrouvée dans un état encore plus délicat, on va dire. Parce que après ces guerres, tout le territoire et surtout les zones les plus peuplées, les plus industrialisées, ont été ravagées. Comme nous pouvons l'observer dans ce tableau qui mesure l'économie russe entre 1913 et 1921, tableau qui est d'ailleurs réalisé par un gros anticommuniste qui s'amuse à dire que ça c'est à cause du communisme. Bon, il oublie qu'entre-temps il y a eu la Première Guerre mondiale et la guerre civile russe. Probablement pour lui ça n'est, comme dirait l'autre, un simple détail de l'histoire, tout ça. Mais bon, qu'est-ce que l'on voit? Comme nous pouvons le constater ici, et comme cela a été dit, la guerre, en réalité, c'est surtout la guerre qui a provoqué tout ça, a eu des effets dévastateurs pour l'économie russe. Entre 1913 et 1921, la production agricole a chuté de 40%. La production industrielle brute a chuté quant à elle de 70%. Les exportations, quant à elles, en fait, il n'y en a plus. Et après, concernant la production de charbon, cette production, elle a été divisée par 3. Bon, le reste, je crois que vous pouvez le lire par vous-même. Au pire, vous mettez pause et vous lisez. D'ailleurs,
Ça, c'est une notion, mais je préférais en parler ici de cette notion-là avec un exemple. Et c'est que ici, bah, et ça pourra vous servir pour plus tard. Eh bien, pour mesurer la chute de ces différentes productions, on utilise ce qu'on appelle un indice, comme vous pouvez le lire ici. Un indice, eh bien, c'est quelque chose qui, en fait, transforme en pourcentage ce qu'on veut mesurer. Et donc, pour ainsi, eh bien, pour pouvoir analyser l'évolution de la chose qu'on veut mesurer entre une période A et une période B. Dans le cas de la production agricole, si on la met en pourcentage pour la période A, ici 1913, eh ben on va considérer que pour l'année 1913, la production agricole était de 100, et donc, en regardant son évolution, on voit qu'elle passe à 60, ce qui veut dire qu'il y a une baisse de 40% de cette production agricole. Bon, je préfère le préciser ici, on le verra de toute façon plus tard, et aussi pour d'autres fois, vous, même en dehors de formation quoi que ce soit, comme ça, quand on vous montrera des indices bassants, vous verrez ce que ça veut dire. Donc, pour revenir à la formation, pour résumer en un mot comment les communistes vont trouver la Russie quand ils sont arrivés au pouvoir dans tout le pays, et ben c'était un peu la merde. Le pays bah, était profondément sous-développé, arriéré, manquait de tout et a été ravagé à des niveaux extrêmes par la guerre et avec en plus la plupart des pays du monde qui lui étaient hostiles, qui étaient hostiles à ce nouvel État socialiste. Voilà le pays que les communistes avaient entre leurs mains, voilà le pays qu'ils vont transformer en puissance mondiale, chose que nous verrons dans une deuxième partie de cette formation.